Salut les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, en bonne santé, content de vous retrouver ce soir pour cette deuxième de 2026, comme d'habitude avec Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue. J'espère que c'est pas le froid qui va nous arrêter ce soir. Non, 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 on va y aller, donc tranquillement les amis, comme d'habitude, hein, perdez pas le nord, vous savez ce qu'il faut faire, partagez un maximum sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à celles et ceux qui veulent participer à faire votre demande. Et bien sûr, pour soutenir la chaîne, vous avez le petit bandeau en bas à droite, en bas, pardon, à l'écran. N'hésitez pas à faire un petit geste si vous avez la possibilité. Monsieur Cohen, on va bien sûr débuter cette chronique concernant les derniers événements géopolitiques mondiaux et bien sûr l'enlèvement. Alors, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais l'enlèvement, la capture, le kidnapping de, de Donald Trump. Hein, voilà, pas. Alors, avant de vous laisser commencer, juste une question. Est-ce que, selon vous, Trump a employé la force et a enfreint le droit international en allant chercher Maduro au Venezuela? D'abord, il a utilisé la force parce qu'il y a eu une quarantaine de morts quand même. On oublie, hein, des Cubains, surtout des Cubains. Une équipe, je crois il était 35 ou 36, enfin bon, proche de 40. Ce sont les seuls qui sont morts, à ma connaissance, hein, c'est-à-dire, en fait, ce qui se passe, pourquoi il n'y a pas eu de mort? Parce que d'abord, on reparlera du droit international tout à l'heure. Pourquoi il n'y a pas eu de mort? Parce que il faut imaginer que Caracas et le palais présidentiel étaient bien protégés, avec des missiles, avec des roquettes, etc. Et tout cet arsenal a été, comment dire, désactivé. Voilà. Donc, les hélicoptères américains sont arrivés et personne ne leur a tiré dessus, alors qu'il y avait des centaines de missiles qui auraient pu être tirés et les abattre. Et donc il y a eu des complicités à l'intérieur, dans le système. Bon, on a parlé d'un général qui a été arrêté. Enfin, il se peut qu'il y en ait d'autres. En tout cas, sur le plan, bon, et à part les malheureux Cubains qu'on n'a pas avertis, que peut-être, après tout, Trump n'en avait rien à fiche, donc ils les ont liquidés. Il y a eu une cérémonie à Cuba pour les célébrer. Sinon, en fait, on ne sait pas grand-chose finalement de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer. Parce que, bon, d'habitude, quand les Américains interviennent, par exemple en Libye, en Irak, etc., bon, c'est une intervention massive avec pas mal de forces en Serbie et ils veulent vraiment détruire le régime ou le remplacer. Voilà. Et ils y sont arrivés dans ces interventions-là. Alors que là, on a enlevé Maduro et sa femme euh, sous un prétexte bidon, parce que euh, Maduro n'a jamais, enfin, à la connaissance de tous les experts, n'est pas un trafiquant. Et même s'il a touché peut-être quelques bribes, quelques bribes, que j'ai utilisé le terme en anglais, je suis désolé, euh, euh, quelques pots de vin, il n'est pas. Enfin, et même quand le Venezuela trafique de la drogue, c'est pas vers les États-Unis. Les grands trafiquants de drogue vers les États-Unis sont le Mexique et la Colombie. Et donc, enfin, cette histoire de drogue ne tient pas debout. Bon, en fait, vous savez, comme on dit au billard, c'est un coup à plusieurs bandes. Voilà. Et donc, probablement, Trump
averti peut-être qu'il ne pouvait pas avoir un changement de régime parce qu'il y avait des centaines de milliers de Vénézuéliens qui sont armés, qui ont été armés. Et donc, il fallait surtout pas que des militaires américains soient tués, parce que sinon c'est la catastrophe. Et donc, il imaginait fort bien qu'une invasion militaire se solderait par quelques centaines au moins quelques centaines de soldats américains tués, ce qui aurait été terrible. Bon, pour un président qui s'était engagé à ne plus faire de guerre. Voilà. Et donc, il s'est arrangé, probablement, bon, c'est un coup monté depuis plusieurs semaines, avec des complicités intérieures, de distribution de fric, des menaces, des promesses. En tout cas, bon, on saura peut-être un jour de ce qui s'est passé, ou en tout cas une partie de ce qui s'est passé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des complicités internes. Bon, à quel niveau, etc., bon, c'est très difficile de le dire, mais le fait qu'ils aillent jusqu'au palais et enlever Maduro sans résistance, c'est incroyable. Bon. Mais pourquoi enlever un président alors que le régime semble se perpétuer? Enfin, d'après tous les observateurs, la vice-présidente qui est devenue présidente par intérim, c'est une chaviste convaincue, enfin, je veux dire, une militante du mouvement Maduro, etc. Alors, peut-être pour l'intimider, pour lui dire, voilà ce qui peut vous arriver si vous n'établissez pas de bons rapports avec nous. Mais en même temps, si vraiment Trump voulait par exemple acheter du pétrole, les 3/4 du pétrole vénézuélien, ou investir et tout, mais Maduro lui a ouvert les portes. Il lui a dit, je suis prêt à signer tous les contrats que vous voulez. Bon. Donc le régime reste en place, enfin le système reste en place. Le pétrole, il paraît que c'est un pétrole très difficile à exploiter. Enfin, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais de ce que j'ai entendu, c'est un pétrole très difficile à exploiter, très difficile à remettre, parce que l'embargo a paralysé une partie de l'industrie pétrolière. Alors, pourquoi il aurait fait ça? Bon, d'abord, probablement pour gêner la livraison de pétrole à la Chine et à la Russie. Bon. Ça a commencé déjà avec la saisie d'un pétrolier. Bon. Donc, mais je ne pense pas qu'il irait trop loin dans cette direction. Parce que la Chine, elle a les moyens. Vous savez que Trump avait menacé la Chine. Vous savez, des droits de douane de 50%, 80%. Mais la Chine lui a montré que, voilà, et puis il a été obligé de céder. Parce que, bon, il avait affaire à un pays. D'abord, la Chine a quasiment la quasi-totalité des terres rares. Bon, or, les terres rares sont indispensables pour l'armement, pour les voitures électriques, tout ce qui est électronique, etc. Et Trump a compris la menace. Enfin, bon, en tout cas, bon, ils se sont rencontrés il y a un mois à peu près, Xi Jinping et Trump, et sont arrivés à un modus vivendi. Donc, il ne peut pas menacer la Chine. Donc, il ne peut pas dire, OK, la Chine a investi, je crois, 10 ou 15 milliards de dollars dans le Venezuela. Trump, il ne va pas arnaquer les Chinois. Donc, parce que les représailles seront terribles, d'autant plus que Trump doit aller en Chine au mois d'avril. C'est le grand sommet qui se prépare et où ils vont essayer de trouver un terrain d'entente pour régler des conflits et trouver un accord, un arrangement pour régler les bisbilles entre eux. Et donc, il n'a pas intérêt. Bon. Il y a la question de l'Iran, c'est-à-dire que l'Iran, le Venezuela, est un grand ami de l'Iran.
l'Iran n'a pas beaucoup de soutien. Et donc, probablement, peut-être pour couper ce lien avec l'Iran, l'affaiblir encore un peu plus, affaiblir l'Iran, lui couper les ressources. Sinon, on ne voit pas vraiment, par exemple, on peut dire que c'est un coup de semonce envoyé aux Européens, c'est-à-dire concernant le Groenland. C'est-à-dire, voilà, j'ai des méthodes de cow-boy, je n'hésite pas à utiliser la force, et donc, voilà, les Européens, vous êtes avertis. Je veux le Groenland d'une façon ou d'une autre. Moi, personnellement, mon intuition est qu'il l'obtiendra. Probablement pas par la force. Il n'a pas besoin d'utiliser la force. Et puis d'ailleurs, ça serait contre-productif. Mais par contre, il y a 50 000 habitants dans le Groenland. Il faut savoir une chose, historiquement parlant, les habitants du Groenland ont été traités par le Danemark, parce que c'est le Danemark qui a occupé le Groenland, comme des bougnoules. Vous savez, voilà, comme les Algériens par les Français, etc. Peut-être pas aussi dramatiquement parlant, mais de cette façon-là. C'est-à-dire, par exemple, il y avait des femmes qui ont été stérilisées. Il y avait vraiment du harcèlement, de l'humiliation, etc. Donc, les Groenlandais, ils en veulent au Danemark. C'est pas, ils n'ont pas, ils font pas les yeux doux, ils n'ont pas, comme on dit, les yeux de chimène. Vous savez, vous connaissez l'expression, le yeux de chimène. C'est la pièce célèbre de Corneille le Cid, avoir les yeux de chimène. C'est-à-dire le regard amoureux, quoi, voilà. Non, donc, si c'est bien joué sur ce sentiment un peu revanchard des Groenlandais, s'il leur promet, par exemple, parce que bon, ils ont été maltraités, ils ont été maintenus dans la pauvreté. Le Groenland est un territoire pauvre. C'est ça aussi, c'est-à-dire, vous savez, on se trompe souvent sur le Danemark est un pays colonisateur. Il a colonisé, mais il n'a rien fait pour le Groenland. Et non seulement il n'a rien fait, mais il a humilié la population. Donc si Trump joue subtilement sur ce fait-là, s'il promet par exemple 50 000, on peut leur distribuer 100 000 dollars à chaque habitant, les habitants, s'il y a un référendum, ils voteront pour leur attachement aux États-Unis. Donc, l'Amérique a des moyens de pression pour arriver à ses fins. Et je pense que le Groenland est devenu un enjeu majeur, surtout avec la guerre en Ukraine, le développement de la flotte russe en mer Baltique, et avec ces fameux brise-glaces, etc., qui va devenir une route de plus en plus ouverte, de plus en plus exploitable. Et donc le Groenland peut être un moyen de faire face à la domination russe sur la région. Donc à mon avis, s'il s'est mis en tête de l'avoir, je ne vois pas ce qui pourrait vraiment s'y opposer. Bon, il y a des moyens de faire pression, etc., sans aller jusqu'au coup de force. Donc il y a beaucoup d'enjeux, et pour revenir au Venezuela, je pense quand même que ça me donne l'impression d'un coup de semonce envoyé aux États comme la Colombie, le Mexique, un peu le Brésil, pour dire, voilà, on va pas on ne vous laissera pas aller trop loin dans l'indépendance, dans l'alliance avec la Russie, la Chine, etc. Bon. Seulement, ça peut avoir l'effet inverse. C'est-à-dire, si des États comme la Bolivie, la Colombie, le Brésil, etc., se disent, on revient à la grande période où l'Amérique exerçait la politique du bâton vis-à-vis des pays d'Amérique latine. Enfin, il ne faut quand même pas oublier ce que les Américains ont fait en Amérique latine. C'est une histoire abominable.
des coups d'État, des dictatures. Rien qu'au Guatemala, le Guatemala a eu le malheur dans les années 50. Je ne sais pas si vous connaissez, vous savez, il y a une multinationale qui s'appelle, oh zut, le nom, il y a food là-dedans, qui était la grande société qui exploitait les bananes. Bon. Le gouvernement a eu le malheur de vouloir augmenter le prix des bananes de 5 centimes. Enfin, c'était ridicule. Et c'était dans les années 50. Et donc, la CIA a fomenté une guerre civile. Il y a eu 100 000 morts. Les Américains, enfin, je veux dire, c'est vrai, les relations internationales sont basées sur la guerre, la violence, etc. Mais ce que les Américains ont fait depuis 100 ans, je pense, dans l'histoire universelle, dans l'histoire humaine, on n'a jamais assisté à ça. Enfin, les Romains, le grand empire romain ne faisait pas ça. Ce qu'il voulait, c'était des peuples qui collaboraient avec lui, avec le boss. Enfin, voilà. Mais les Américains, enfin, je veux dire, la dictature du Pinochet, par exemple, enfin, mais le Brésil a connu une grande dictature militaire, l'Argentine, enfin, tous les pays d'Amérique latine ont subi des dictatures militaires fomentées par la CIA, formées par la CIA, et qui ont fait des dizaines de milliers, sinon des centaines de milliers de morts. Donc, et ça, c'était même dans les années 70, 80. Donc, c'est vraiment un régime, enfin, sans compter ce qu'il a fait au Vietnam, enfin, ou en Serbie, etc. Et donc, je pense que, enfin, on sait beaucoup. Moi, je pense, enfin, en tout cas, je me souviens que quand Trump a été élu, j'avais dit une chose. Je n'avais pas fait de pronostic, mais je vous avais dit, c'est un Yankee. Voilà. Et quand on dit un Yankee, ça veut tout dire, un Yankee. Vous savez, c'est un terme que les Sud-Américains utilisent pour qualifier le nordique, enfin l'américain, le cow-boy. C'est-à-dire c'est un dominateur. Il ne peut pas regarder, par exemple, l'Ukraine. Il aurait voulu régler ce problème. Pourquoi il n'a pas réglé? Il aurait très bien pu le régler en 24 heures s'il l'avait voulu, comme il a dit. Ça fait 1 an qu'il traîne, parce qu'il n'arrive pas à avaler que la Russie gagne. C'est ça le drame. Voilà. Et que l'Amérique perde. Il ne peut pas. Il peut pas. Il y a quelque chose chez les Yankees, il faut qu'ils dominent. Voilà. Ils ont eu l'habitude de dominer depuis un siècle. Ils ne peuvent pas s'imaginer ne pas faire la loi dans le monde. Et c'est ça ce que j'entendais par Yankee, c'est-à-dire, et donc, et il y a eu une chose aussi, c'est que l'Amérique, en tout cas telle qu'on connaît, enfin, regardez par exemple ce qu'ils ont fait vis-à-vis du Mexique. Vous savez que ils ont pris au Mexique, au 19e siècle, ils ont pris à peu près 1,5 million de kilomètres carrés. Vous savez ce que c'est 1,5 million de kilomètres carrés? C'est 3 fois la France. C'est-à-dire le Nouveau-Mexique, le Texas, l'Arizona, enfin, tout ça, c'était mexicain. Donc, enfin, c'est un pays qui a, regardez ce qu'ils ont fait aux Indiens. C'est un génocide. Donc, en fait, c'est un pays qui a grandi dans cet état d'esprit et qui a continué et qui continue dans cet état d'esprit. Et donc, en fait, même lorsqu'il y a Kennedy, par exemple, a voulu casser la CIA, qui est un État dans l'État, la CIA. Tous les observateurs, enfin les grands observateurs américains le disent. Et donc, vous savez que la CIA a voulu entraîner Kennedy dans une guerre contre Cuba. Et la baie des cochons. Enfin, si vous tapez la baie des cochons, enfin bon. Et donc, ça a été un échec. Et Kennedy il avait son frère qui était ministre de la Justice, Robert Kennedy, qui allait être assassiné en 1968. Eh bien, Kennedy, ministre de la Justice. Donc, il voulait casser les cartels, il voulait casser la CIA, etc. Et donc, il a été assassiné.
En fait, même quand il y a, je pense que Trump, il n'était pas tellement insincère lorsqu'il disait qu'il ne voulait pas de guerre, etc. Parce que c'est quoi ne pas vouloir de guerre? C'est-à-dire, tout, la situation aux États-Unis, elle est catastrophique. Vous savez, il y a cette image de l'Amérique euh, enfin, qu'on connaît à travers les films, etc. C'est-à-dire les gens qui ont une belle maison, enfin, tout le monde, même un ouvrier a une belle baraque, une bagnole, etc. Mais aujourd'hui, le tiers des Américains, ils n'ont pas de quoi se soigner. Est-ce que, enfin, même dans le tiers-monde, je veux dire, les hôpitaux sont ouverts aux miséreux. Et il y a des dizaines de millions d'intérimaires. Donc, en fait, c'est un pays qui enfin, d'après ce qu'on dit aussi, les infrastructures, les ponts, etc., les routes, l'électricité. Donc, Trump aurait voulu régénérer. Quand il dit Make America Great Again, ça veut dire régénérer l'Amérique. Mais malheureusement, je pense qu'aussi, il se heurte à cet état profond. Regardez, par exemple, il y a le budget de la défense américain, il est de 1000 milliards. 1000 milliards, c'est-à-dire, c'est le budget de la Chine, de la Russie et des 7 ou 8 pays qui suivent. Mais pourquoi faire pourquoi faire toute cette puissance? Et donc, malheureusement, cet État a été construit de telle sorte que même si un président avait des velléités de changer les choses, euh, il, il, il est dans l'incapacité de le faire. Et peut-être que Trump a fait un coup au Venezuela, c'est une intuition comme ça, qui n'amène pas de guerre pour satisfaire un peu cet État profond qui veut la guerre, tout en préservant, comme il a fait en Iran, par exemple. C'est-à-dire, il a fait semblant de bombarder 2 ou 3 trucs, et puis après, il a dit, bon, voilà, peut-être, je ne sais pas, ce sont des hypothèses. Voilà, bon, s'il y a des questions. Oui, bien sûr. Alors, Monsieur Cohen, on nous a beaucoup parlé dans les médias suite à ce kidnapping de la fin. Alors, bien sûr, en premier lieu, on nous a parlé de cette histoire de narcotrafic, hein. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais surtout, on nous a parlé aussi de la doctrine Monroe. Oui. Et si vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi ça correspond, parce que si j'ai bien compris, c'est que en fait, étant donné que les États-Unis aujourd'hui sont dans une crise un peu économique, et que en fait ils ont besoin justement de rebooster leur économie, et puis d'ailleurs Trump, le président actuel, n'est pas le seul président américain qui en avait après le Venezuela. Déjà à l'époque avec Hugo Chavez, il voulait déjà le faire tomber à l'époque. Donc est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques mots par rapport à cette doctrine de Monroe? Ça veut dire que l'Amérique ne supporte pas. Regardez Cuba, par exemple. Après, je vais revenir à la doctrine Monroe. Cuba, par exemple. Qu'est-ce, Pourquoi ce boycott qui dure depuis 60 ans, depuis 59, depuis que le Fidel Castro a pris le pouvoir, les États-Unis imposent un embargo sur Cuba, mais surtout la nourriture, les médicaments, les pièces de rechange des voitures, tout. C'est-à-dire ils veulent étrangler ce pays. Pourquoi? Alors qu'ils ne représentent aucune menace, ni rien du tout. Ils voudraient collaborer, ils sont prêts et tout, mais ils ne veulent pas obéir au maître américain. Voilà. Et ça, ils ne supportent pas. Et ils ne supportent pas le Venezuela parce qu'il a nationalisé le pétrole et il adopte une politique, disons, indépendante. Voilà. Bon. Alors, la doctrine Monroe, elle a été édictée en 1850-60, quelque chose comme ça. Je ne peux pas situer l'année exacte, mais en fait, c'est pas, en fait, elle était dirigée, c'était à l'adresse des Européens et des autres puissances. Mais à l'époque, il y avait que les puissances européennes, pour leur dire que l'Amérique latine, c'est notre zone réservée,
c'est notre arrière-cour, si vous voulez. Et vous ne pouvez pas, et d'ailleurs, les États-Unis ont fait la guerre à l'Espagne pour les chasser définitivement du Mexique, donc de tout, ou Haïti, de toute présence en Amérique centrale et Amérique du Sud. C'est-à-dire, voilà, nous, Américains, nous considérons que l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, c'est une zone où les Européens n'ont pas à venir avoir de l'influence. Voilà. C'est notre zone stratégique à nous. Voilà. C'est un peu comme les Russes qui disent l'Ukraine, il n'est pas question que. Et d'ailleurs, les Américains, quand les Soviétiques avaient installé des fusées à Cuba, ben, ils ont réagi pareil. Sauf que ce n'était pas de la provocation des Soviétiques. Les Soviétiques ont installé des fusées à Cuba parce que les Américains ont installé les mêmes fusées en Turquie, donc pas loin de l'URSS. Donc ils leur ont dit, voilà, on va vous rendre la monnaie de votre pièce. Et ils ont trouvé un arrangement. Et, enfin, malheureusement, c'est-à-dire, les pays de l'OTAN n'ont pas compris parce qu'ils voulaient profiter de la faiblesse de la Russie après 1990, la chute de l'Union soviétique, etc. Et ils ont cru pouvoir pousser leur avantage jusqu'en Ukraine. Et ils sont tombés sur un os. Voilà. Et donc, donc en fait, la doctrine, mais en fait, cette doctrine au sens stricto sensu, elle a dépassé les limites que le gouvernement américain de l'époque lui avait imposées, c'est-à-dire l'Amérique latine et l'Amérique centrale. Parce qu'après, pas au nom de ces doctrines, mais par exemple, l'Amérique a fait la guerre à l'Espagne pour lui prendre les Philippines. Et puis après, bon, ils ont fait la guerre au Vietnam, etc. Enfin, bon, donc, ou à la Serbie, là ou à l'Irak, etc., là où il y avait des régimes qui ne lui convenaient pas. Voilà. Mais aussi, et c'est ça le drame du complexe militaro-industriel, dont ils sont prisonniers d'ailleurs. C'est ça le drame de l'Amérique. Et d'ailleurs, le président Eisenhower, il leur a dit, méfiez-vous du complexe militaro-industriel, parce que c'est lui qui donne le là, c'est lui qui veut 1000 milliards de budget, alors que l'Amérique n'a pas besoin d'avoir 800 bases. Enfin, il paraît qu'ils ont 800 bases dans le monde. Enfin, c'est démentiel. Alors que cet argent, il pourrait servir pour le citoyen américain. Et donc, la doctrine Monroe, on l'a, si vous voulez, au départ, c'était juste pour protéger l'Amérique, le continent américain, mais après, mais ce n'est plus de la doctrine Monroe, c'est presque un pli qu'ils ont pris pour devenir la première puissance mondiale. Et donc, tout à l'heure, Wally, vous m'avez posé la question sur le droit international. Enfin, le droit international, personne ne le respecte. Enfin, moi je veux dire, quand on parle du droit international, je me marre. Voilà, il faut quand même pas. Je veux dire, qui, enfin, qui le respecte? Voilà, aucun pays. C'est-à-dire, bien sûr, on fait semblant de respecter, mais quand on en arrive à ses intérêts stratégiques, ses intérêts nationaux, mais tous les États, à un moment ou à un autre de leur existence, se sont affranchis du droit international. Oui, oui, excusez-moi, Monsieur Cohen. Donc, effectivement, je disais, bon, bah, ce droit international, en fait, il fait figuration hein, sur la place et il n'est pas respecté. En l'occurrence, là, il n'a pas du tout été respecté. Et, euh, et en fait, bah, c'est une réalité de ce monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il y a un rapport de force qui est imposé. Et en Exactement. l'occurrence, les États-Unis l'imposent là aujourd'hui. Alors, est-ce que demain, la Russie peut emboîter le pas en allant s'emparer de Odessa et la Chine, pareil avec Taïwan? C'est-à-dire, en fait, enfin,
Bon, on peut dire ce qu'on veut, mais disons l'histoire de la Russie et de la Chine et une grande puissance comme l'Inde, comme le Brésil, ce sont des puissances qui ont rarement montré un goût hégémonique, c'est-à-dire de domination. Voilà. Et les États-Unis, ils se sont constitués en empire et ils en ont toutes les caractéristiques. Un empire, ça veut dire on domine tout ce qu'on peut et tout ce qu'on veut. Voilà. On domine par la force, par la dissuasion, par exemple unilatéralisme juridique, etc. Enfin bon, je n'ai pas le temps de développer. Et donc, c'est vraiment l'empire dominateur par excellence. Or, je n'ai pas l'impression, regardez par exemple la Russie, elle pourrait très bien, elle a les moyens aujourd'hui, par exemple, de conquérir les États baltes. Voilà, par exemple. Que va faire l'OTAN? Voilà, vous voulez une guerre nucléaire? Allons-y. Voilà. Donc, en fait, ils seront perdants s'ils font une guerre nucléaire. Bien sûr, il y a les dommages des deux côtés, mais tous les experts disent que les Russes ont un avantage certain, même en cas de guerre nucléaire. Et donc, est-ce que les États-Unis risqueraient Washington, New York, Los Angeles, etc., pour sauver la Lituanie et la Lettonie? Non. Mais seulement la Russie est un État qui se conforme au droit, au maximum, bien sûr. Enfin, la Chine aussi. Et donc, en fait, c'est tous les États ne sont pas logés à la même enseigne en termes de respect du droit international. C'est-à-dire, on a des pays qui veulent d'ailleurs, la Russie a toujours demandé, pendant des années, elle a demandé à l'OTAN de régler cette histoire de l'Ukraine de manière pacifique, en signant un traité, etc. On s'entend, la Russie n'avait, même en 2022, quand il y a eu un préaccord, la Russie n'avait aucune intention de prendre comment ça s'appelle, le Donetsk, etc., enfin tous ces territoires. Elle a dit, moi, pourvu que les droits des Russes soient respectés. Donc, en fait, il y a des pays il y a des pays qui sont par nature ou par les gouvernements qu'ils ont, ou la doctrine, par exemple, la doctrine sioniste, par exemple, une doctrine de conquête, de domination. Et la doctrine yankee, c'est une politique de domination et de conquête. Après tout, les Américains auraient pu se contenter du territoire qu'ils avaient au XIXe siècle. Non, ils sont allés prendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, 1,5 million de kilomètres carrés aux Mexicains. Donc c'est une politique, c'est un pays qui s'est construit sur l'expansionnisme, la domination, la guerre, etc. Voilà. Et donc on peut pas dire, on ne peut pas mettre tous les États sur le même plan. Il y a des pays, par exemple, fut un temps où la France n'en avait rien à fiche du droit international, colonisé, dominé, etc. Et puis après, on a vu une espèce un retrait, parce que le rapport de force avait changé, etc. Mais il semble qu'aujourd'hui, seuls les Américains et les sionistes ne comprennent pas à un moment donné qu'il faudrait trouver un arrangement. Les Chinois, ils ont le droit d'avoir Taïwan. Vous savez, l'Amérique, quand elle a établi des relations diplomatiques, vous savez, la fameuse visite de Nixon à Mao Tse-tung en 72 ou 73, enfin bon. Mais elle a reconnu, en signant un accord pour l'établissement des relations diplomatiques, l'Amérique a reconnu que Taïwan faisait partie de la Chine. C'est établi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de contestation possible. Donc, la Chine a tous les droits de reprendre Taïwan, mais seulement regardez avec
diplomatie, elle essaye. Hong Kong, par exemple, était un territoire britannique qui n'a été rétrocédé qu'en 1999. Ça veut dire que ces pays-là ne cherchent pas, cherchent les solutions pacifiques, négocier, etc. Et malheureusement, donc en fait, tout le monde, tous les États ne sont pas, ne sont pas des États voyous au même niveau. Aujourd'hui, il y a deux États voyous qui sont absolument, voilà, ils font ce qu'ils veulent, ils bombardent comme ils veulent, etc. C'est l'Amérique et Israël. Et les autres États essayent de sauvegarder un peu l'essentiel. C'est-à-dire la Chine n'a jamais, ni la Russie, alors qu'ils pourraient répondre. La Chine aurait les moyens d'infliger une défaite autour de Taïwan. Elle a les moyens de le faire. Mais elle ne veut pas le faire. Et donc, par opposition à l'Amérique qui se croit tout permis, et moi, parfois, je me dis, je regrette que ces États comme la Chine, la Russie, l'Inde, ils ne profitent pas de la situation actuelle où ils sont en supériorité pour faire mordre la poussière, pour utiliser une expression de western, pour faire mordre la poussière aux Yankees. Voilà. C'est dommage, mais bon. Alors, je voulais aussi vous parler, Monsieur Cohen, des navires qui ont été interceptés là, en partance du Oui, Venezuela. Et oui. un second navire aurait été saisi à nouveau aujourd'hui. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences parce qu'il y a quand même des pays malgré tout qui se Bien fournissent sûr, auprès du Venezuela, dont la Chine, il me semble, et la Russie. bien sûr, bien sûr. Là, j'ai du mal à. Bon, je ne crois pas que. Bon, l'Amérique, elle est consciente du rapport de force. C'est-à-dire, elle sait très bien qu'elle a affaire. Elle sait très bien que Poutine, il ne s'est pas laissé marcher sur les pieds et il est intervenu en Ukraine, que la Chine, elle défend ses intérêts, etc. Donc, alors, je crois pas que ça ira trop loin, cette histoire comment dire, de tankers qui sont saisis, etc. Je suis vraiment, enfin, c'est difficile pour moi d'évoquer ça parce que je ne sais pas à quel jeu ils jouent, qu'est-ce qui se. Mais je ne crois pas que ça prenne des proportions, de grandes proportions. Voilà. Parce que je ne crois pas, vous savez, les Américains sont quand même, Trump n'est pas fou. Il sait très bien, il connaît le rapport de force. Il sait très bien aujourd'hui, surtout avec l'Ukraine, etc., que le moindre, enfin, s'il y a un dérapage ou s'il y a une atteinte aux intérêts vitaux de la Russie ou de la Chine, les représailles peuvent être sévères. Est-ce qu'il pourra répondre à ces représailles? Parce que la situation actuelle montre que le rapport de force militairement parlant, il est favorable à la Russie et à la Chine. Ok, ça veut dire que l'Amérique, c'est vrai, elle a une très grande une marine, mais cette marine, elle est à la merci de quelques Oreshnik, vous savez, quelques missiles hypersoniques. Si vous détruisez 3 ou 4 porte-avions américains, je me demande comment l'Amérique va s'en sortir. Hein. Voilà, donc, je ne crois pas que ça ira trop loin, très loin, parce que là, on touche. Bon, oui, je viens de lire le message. C'est, enfin, comment peut-on savoir ce qu'il. Bon, voilà, enfin, je ne sais pas. C'est difficile. Moi, je pense que c'est quand même quelqu'un qui a fait. Bon, on ne peut pas juger peut-être. Moi d'ailleurs, ma première réaction était de dire que c'est un Yankee, mais, qu'il soit, enfin, peut-être, bon, si Scott Ritter l'a dit, c'est que, bon, moi j'ai beaucoup de respect pour Scott Ritter, hein, j'écoute presque religieusement, mais on peut quand même, enfin, moi j'ai quelques doutes quand même, enfin bon, après tout, j'ai le droit d'exprimer quelques réserves, voilà, même si je me considère
100 fois moins bien informé que Scott Ritter, loin de là. Pour moi, sur la politique américaine, c'est un de mes maîtres. Donc, il n'y a pas photo. Hein. J'ai beaucoup de respect. Peut-être, vous savez, Scott Ritter, par exemple, je vais vous dire, Scott Ritter, il a voté pour Trump. En tout cas, il a appelé à voter pour Trump. Ça veut dire que Scott Ritter, il a marché. Voilà, c'est-à-dire il a cru que Trump, aujourd'hui, bien sûr, on se dit, ah oui, non, Trump, mais au départ, il avait un discours, enfin, il a pris des engagements, etc. Donc, Scott Ritter, il a voté pour Trump, ou il a fait voter pour Trump, parce qu'il croyait à son discours pacifiste. Donc, euh, Trump, il n'était pas, enfin, moi, je pense que c'est plutôt, il s'est trouvé confronté à une réalité et qui n'a pas pu aller contre cette réalité. Et maintenant, bien sûr, on peut dire, voilà, c'est le drame de l'homme politique qui, arrivé au pouvoir, et d'ailleurs, pratiquement tous les hommes politiques, c'est un peu ça. C'est-à-dire, certains peuvent arriver avec les meilleures intentions du monde, et puis il vient une réalité, et puis ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas tout faire, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, et, et voilà, enfin, et ils se soumettent. C'est ça la réalité, c'est que l'homme politique, il a très peu de pouvoir finalement, l'homme politique. Même un président de la République ou même un président des États-Unis, il a très peu de pouvoir, c'est-à-dire d'autonomie, parce qu'il y a les militaires derrière, il y a la CIA, il y a les banques, il y a les pétroliers, enfin, il y a un monde fou. Donc, il est obligé d'en tenir compte. Sinon, il sait ce qui va lui arriver. Donc, l'homme politique n'est que le jouet de puissance qui le dépasse. Voilà. Vous savez, quand j'entends des choses sur la CIA, enfin, c'est monstrueux. Par exemple, Trump, et je pense même peut-être que Scott Ritter l'a dit, enfin en tout cas je l'ai entendu chez des gens comme Scott Ritter, pendant 6 mois, on remettait à Trump des faux rapports. Voilà, des rapports sur l'Ukraine, etc., qui n'étaient pas conformes à la réalité. Donc, c'est ça qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire, Trump, par exemple, Trump, quand il était à la première présidence, il avait dit, il avait exigé que les troupes américaines qui étaient en Syrie soient retirées. Bon. Eh bien, il y a le chef de la CIA ou je ne sais pas quoi, il est allé le voir, il lui a dit il n'y a plus de troupes en Syrie, alors qu'elles n'avaient pas bougé. Et donc, en fait, c'est ça aussi, il ne faut pas imaginer qu'un président, il peut tout faire. Voilà, c'est pas vrai. Et il est vraiment limité, il a les mains liées par des tas de choses. Et, et voilà, et même s'il avait des velléités au départ, eh ben, il se rend compte qu'il y a des choses. Mais moi, je continue à penser que quand même, c'est quelqu'un qui était arrivé avec certaines intentions. Voilà. Certaines intentions, surtout de développement économique, de se retirer des scènes internationales, etc. Et puis qui n'a pas pu le faire. Voilà. Très bien. Alors, Monsieur Cohen, on va continuer. En France, comment ça a été interprété un petit peu ce kidnapping, voilà, dans les médias, tout ça, et aussi, bien sûr, il y a certains qui se sont exprimés, euh, qui ont dit que la France aurait dû en faire de même avec l'Algérie, par exemple. Je vais vous faire écouter un audio. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, et puis on en Avec reparle juste, oui, allez-y. Oui. et on en reparle juste après. D'accord. Que je vois pousser des cris d'orfraie en disant le droit international, le droit international. Alors, excusez-moi, une petite seconde. Il y a eu un petit bug. Hop.
je vois pousser des cris d'orfraie en disant le droit international, le droit international. Je peux lui rappeler une toute petite chose, simple petit exemple. Le droit international stipule par exemple qu'on doit reprendre ses OQTF. Moi, je les ai jamais entendus dire à propos de l'Algérie, c'est fou, ils reprennent pas leurs OQTF, Tebboune, c'est scandaleux, ils ne respectent pas le droit international. Et je vous le cache pas que ce week-end, c'est sans doute tout à fait entre la poire et le fromage après un petit verre, sans doute, hein, avec modération, comme dirait l'autre. Eh bien, j'ai entendu certains dire, peut-être qu'on aimerait que des hélicoptères, qu'on ne sait pas trop quoi faire de nos OQTF, aillent délicatement déposer dans ces pays-là, qui les refusent, hein, sans dommage, hein, voilà, sur le tarmac, et puis repartent comme ils sont venus, les fassent rentrer chez eux par un vol gratuit. Que je vois pousser des... Voilà, donc ils auraient aimé qu'en fait la France prenne des initiatives de force pour ramener ces OQTF. Est-ce que vous pensez que la France est capable, par exemple, d'imposer par la force à l'Algérie, par exemple? Aujourd'hui, elle n'a pas les moyens de le faire. Voilà. Elle n'a pas tout simplement pas les moyens. La France aurait pu le faire il y a 50 ans, il y a 60 ans. Vous savez, par exemple, il y a eu la France est intervenue, vous savez, les fameux parachutistes sur Colvézi, 1978, je crois, enfin à peu près cette période-là. Bon ils ont envoyé des parachutes, je crois que c'était sur le Congo, Colvézi, je crois que c'était dans le Congo. Et voilà, et donc ils ont récupéré des gens, donc il y a eu une période où la France pouvait réaliser des coups de force en Afrique. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le fait pas, mais elle le fait de manière plus discrète et pas toujours, c'est-à-dire pas nécessairement. Par exemple, regardez le mal qu'elle a avec les 3 pays de l'AES. C'est-à-dire qu'elle aurait voulu s'en débarrasser. Bon, il y a peut-être 30 ans ou 40 ans, elle aurait envoyé des parachutistes et elle aurait réglé leur compte. Aujourd'hui, elle ne peut plus. Parce que l'époque a changé, les rapports de force ont changé, etc. Donc, ce n'est pas l'envie qui lui manque à la France. Il ne faut pas croire, pas rêver. La France, quand elle a défendu ses intérêts colonialistes, ils s'en fichaient de tout. Du droit international, des populations indigènes, des massacres, etc. Donc, mais si elle ne le fait plus, ou si elle le fait de manière plus discrète, c'est que le rapport de force a changé. Voilà. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus le faire. Voilà. Et donc, bien sûr qu'elle aurait voulu damer le pion à l'Algérie, c'est bien sûr qu'elle aurait voulu dire à l'Algérie, hey, tu vas faire ceci, tu ne vas pas faire cela. Elle aurait voulu. Bon. Et la situation, elle n'est plus la même. On n'est plus autant des colonies ou des fausses indépendances. Vous savez, les indépendances octroyées en 1960 par De Gaulle aux pays africains, c'était des indépendances bidons. On a arrangé une indépendance un peu, voilà, mais en fait, on a continué le colonialisme. Par exemple, comment il s'appelle le dirigeant de la Guinée, Conakry, c'était le seul qui s'est opposé à l'indépendance octroyée par De Gaulle. Mais on lui a mis des bâtons dans les roues, enfin, etc. Donc, mais c'était un rapport encore colonial ou semi-colonial. Et aujourd'hui, si la France ne bouge pas, c'est parce qu'elle sait qu'elle n'a pas les moyens de le faire. C'est pas parce qu'elle n'a pas envie. Mais le temps de la splendeur coloniale est révolu. Voilà. Alors, autre chose, Monsieur Cohen, pour en revenir à cette histoire de narcotrafic et les raisons pour lesquelles Maduro aurait été arrêté officiellement, mais on sait qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est pas du tout à cause de ça. Est-ce que comment dire, la façon de faire à Trump, est-ce que peut donner des idées aux Européens, par exemple à l'Union européenne, pour aller chercher le roi du Maroc, Mohamed VI, étant donné que le roi du Maroc est quand même donc roi du Maroc et qui est considéré quand même comme ce pays producteur numéro 1 mondial de la fameuse drogue douce, le cannabis.
et qui Non, inondent nos sociétés aujourd'hui. Et ça, c'est une réalité, on ne peut pas le nier. non, mais ça montre l'hypocrisie des relations internationales. Si l'Amérique voulait vraiment se débarrasser des fournisseurs de drogue, elle aurait attaqué le Mexique. C'est là où il y a les plus grands cartels. Enfin, quasiment, le Mexique est un pays dominé par les cartels. Voilà. Bon. Ou la Colombie. Bon. Donc, et si le Maroc, voilà, l'Union européenne interviendrait au Maroc si le régime était hostile. Voilà. Là, oui. Si, par exemple, c'était un régime algérien qui faisait le trafic de drogue, ou la culture du cannabis à grande échelle, etc., là, peut-être qu'il y aurait eu une façon, enfin, peut-être on aurait été tenté d'intervenir. Mais on n'intervient pas contre un pays ami. Le Maroc est un pays ami de l'Occident, et donc, d'ailleurs, on n'en parle même pas de la production du hash et du cannabis, etc. Enfin, Alors, bon, il y a eu une déclaration une fois de Michel Onfray sur un média, mais pas plus, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, alors que c'est une réalité à l'échelle mondiale. C'est le premier producteur et exportateur. comment il s'appelle? Gilles Perrault. Il avait écrit un livre qui s'appelle Notre ami le roi. Il a été publié en 1990. Et Hassan II avait proposé à Gilles Perrault, à l'époque, en 1990, il lui avait proposé 1 milliard de centimes ou 2 milliards de centimes, ce qui à l'époque était une somme considérable. Enfin, je veux dire, un auteur, combien il gagne, enfin, bon, moi j'ai grandi avec les centimes, donc je sais ce que est la valeur d'1 milliard de centimes ou 2 milliards de centimes. Je ne me souviens pas de la somme exacte, mais c'était 1 ou 2 milliards pour ne pas publier le livre. Voilà. Mais combien Gilles Perrault a gagné? Peut-être même 50 millions de centimes, mais encore, je ne sais pas, ça m'étonnerait. Bon. Mais une des révélations de Gilles Perrault, c'était quoi? C'était, vous savez, la fameuse hospitalité marocaine. C'est-à-dire que Hassan II invitait beaucoup de journalistes, des hommes politiques à la Mamounia, le grand hôtel de Marrakech, enfin c'est un palais magnifique, la Mamounia. Et tout frais payé, et on trouvait des cadeaux sur la table de chevet, des Rolex, des bijoux, etc. Et sauf les communistes français, voilà, mais tous les politiques, tous les journalistes, tous les gens d'influence ont trempé dans ce trafic, enfin si on peut appeler ça comme ça. Et c'est pour ça que le Maroc a toujours été, il explique comme ça, Gilles Perrault, si vous avez l'occasion de le lire, notre ami le roi. Et donc, c'est pour ça que le Maroc a toujours bénéficié, jusqu'à aujourd'hui, d'une grande mensuétude de tous les organes d'influence en France, que ce soit les parlementaires, les gens politiques, les journalistes, les hommes d'affaires, etc. C'était un va-et-vient constant à l'hôtel Mamounia, le palais, etc. Et il mangeait dans sa main, voilà, comme pour utiliser cette expression. Et donc, c'est une tradition bien française et qui a fait en sorte que le Maroc était rarement un sujet même quand il y a eu, par exemple, il y a un mois, il y a eu quand même des manifestations monstres, enfin, bon, qui ont duré une semaine. La génération Z, je crois, ça s'appelait. On a très peu mis ça en évidence. Parce qu'il y a cette tradition de relations d'affaires. Le Maroc était un peu, bon, M6 était le chouchou de Chirac quand il l'a chouchouté, il l'a béni quand il est monté sur le trône, il lui a donné des conseils. Enfin, en fait, entre le Maroc et la France, et donc pas seulement entre les chefs d'État, entre toutes les élites des deux pays, il y a une espèce vraiment de complicité, d'entente, etc. Donc, ce qui fait que
regardez par exemple l'interview de Hassan II par Anne Sinclair. Enfin, on a l'impression vraiment c'est magnifique, enfin, c'est beau, quel grand roi, etc. Bon, on a rarement évoqué les Taj Mahal, enfin, tous les trucs. Donc, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, en fait, le Maroc bénéficie de cette aura d'amitié et on va quand même pas le chahuter quand même. On va pas lui sortir des affaires qui peuvent le mettre en difficulté. Non. Oui, alors très bien, on va continuer. Il y a Gilles qui nous a rejoint, notre fidèle Gilles de la Martinique. Bonjour, bonsoir. Oui, bonjour. Toujours de la Guadeloupe. Ouais, à chaque fois je confonds. je confonds, désolé. C'est vrai. C'est pas grave, mais en tout cas, j'ai écouté avec intérêt l'analyse de M. Jacob Cohen et je peux dire pratiquement à 90% qu'il a raison. Et effectivement, à présent, nous sommes sous la Pax Americana. Mais je voulais juste, ma question se pose plutôt sur Israël parce que j'ai vu dernièrement que hier, le gouvernement israélien a interdit à certaines ONG, en particulier Médecins sans frontières, de quitter carrément. Ils ont jusqu'au mois de la fin de février de quitter le territoire de Gaza. Alors, je voulais juste faire cette petite parenthèse et poser la question à M. Jacob Cohen de savoir qu'est-ce que cela lui inspire. Et pour ce qui concerne les Antilles, j'aurai l'occasion vendredi prochain d'intervenir. Merci. Alors, d'abord, c'est 37 ONG, 37, dont Médecins sans frontières. Donc, vous imaginez quasiment toutes les ONG devront quitter Gaza dans quelques 2 ou 3 semaines. Voilà. Enfin, je ne connais pas la date de départ. Eh ben, c'est pour comment dire, pour achever. Il faut dire les mots. Hein, il faut dire la réalité telle qu'elle est. Pour achever les Gazaouis, c'est-à-dire pour qu'ils meurent. Voilà, pour ceux qui sont malades, qui ne soient pas soignés, ceux qui ont faim, qui crèvent de faim, etc. Enfin, je veux dire, pour les achever, voilà. Et ce qui est terrible, c'est qu'en dehors de en dehors même de beaucoup de protestations, l'ONU a protesté. Bon, et alors, voilà, l'ONU a protesté. Bon, so what? Voilà. Je vous rappelle une chose, moi, qui me fait mal au cœur et qui est terrible, qui est vraiment terrible, c'est que l'Égypte a une frontière avec Gaza. Voilà. Et l'Égypte aurait pu ouvrir le portail et dire aux journalistes étrangers qui veulent aller à Gaza, voilà, la porte est ouverte, allez-y. Voilà. Les médecins, les types là, les ONG, vous voulez intervenir, aider les Gazaouis, allez-y. Je vous ouvre les portes, voilà. Et prenez les camions, etc. Et malheureusement, ça, je veux dire, moi je veux bien mettre tout sur le dos d'Israël, mais Israël n'aurait pas pu tout faire s'il n'y avait pas la complicité passive, au moins passive, des pays arabes et des pays musulmans et de l'Occident, etc. Enfin, il n'y a pas que les pays arabes. Le monde entier, il ne bouge pas. Voilà. Et c'est ça qui est dramatique. Voilà, la nouvelle est officielle, je l'ai publiée sur mes réseaux. Voilà, et donc on veut achever les Gazaouis. Voilà. Et il n'y a pas d'autres termes. Et malheureusement, dans le silence complice ou gêné ou n'importe quoi, en tout cas, la réalité est là. La réalité terrible, cruelle, dramatique, elle est là. Voilà. Israël, d'ailleurs, enfin, moi je l'avais annoncé, les Israéliens ne s'arrêteront que lorsque Gaza sera vidé de ses habitants d'une façon ou d'une autre. Voilà. Ils l'ont annoncé en octobre 2023, ils l'ont annoncé et les connaissants, ils iront jusqu'au bout, soit par les massacres par avion, etc., soit par la faim, le froid, la chaleur, enfin la chaleur en été,
comment dire, l'eau qui n'est pas potable, l'environnement qui est insalubre. Enfin, tout est fait pour détruire cette population-là. Voilà. Que faire? Gilles, tu veux rajouter quelque chose? Non, je remercie Monsieur Cohen et puis je reviendrai la semaine prochaine pour parler de la situation aussi, si c'est le thème, pour le Venezuela et les Antilles. Merci. Merci à toi. Bonne soirée. Monsieur Cohen, je voulais vous parler aussi d'un écrivain que vous connaissez certainement, Gérard Haddad. Oui. Qui a écrit un bouquin récemment, L'archéologie du sionisme. Oui, bien sûr. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai publié une vidéo. Ah non, je n'ai pas vu, non. Je vais vous faire écouter un petit passage et puis on terminera là-dessus. D'accord. Ma mère voulait qu'on apprenne l'hébreu. Et on lui a dit, si vous voulez que votre fils apprenne l'hébreu, allez à la synagogue, il y a des cours d'hébreu. J'ai été pour ces cours d'hébreu. Et il se trouve que c'était pas des cours d'hébreu comme ça, c'était le Bnei Akiva, c'est-à-dire des sionistes religieux. Je savais même pas ce que c'était qu'être sioniste. C'était un peu l'air qu'on respirait. Je me suis détaché de tout ça vers l'âge de 17 ans. Le sionisme est une grande arnaque. Tout ce qu'il raconte est faux. Vous savez que j'ai écrit un livre qui s'appelle Archéologie du sionisme. J'ai découvert des aspects du sionisme que j'ignorais totalement. Par exemple, le kibbutz. Dans le kibbutz, un arabe ne pouvait pas entrer dans le kibbutz. Un juif arabe ne pouvait pas entrer dans le kibbutz. Parce que c'est des ashkénazes entre eux. Si c'est pas du racisme, ça. Quand je vois comment vous traitez les juifs dans ce pays, je ne veux même pas imaginer comment vous traitez les Palestiniens. Quand j'ai écrit ce livre, j'ai découvert une chose qui m'a surpris. Il y avait un groupe de gens qu'on appelle les gens de Hadera. Ils ont été prendre un terrain qui va devenir le kibbutz de Degania. Ils avaient créé des statuts des kibbutzim. Dans ces statuts, ils disaient la chose suivante. C'est réservé à des juifs ashkénazes. Non, c'est pas pour vous. Vous n'avez pas le niveau. Vous êtes un peu inférieur. Vous vous rendez pas compte que le mouvement sioniste est un mouvement colonial européen. Le sionisme n'est pas la nostalgie des juifs religieux pour Jérusalem. Non, le sionisme est une idéologie qui a été fondée par un mec qui n'avait rien à voir avec le judaïsme. Théodore Herzl. Qui s'appelait Herzl. Et il n'était pas le seul. Il avait son copain Nordo, ce grand prophète de la dégénérescence, pour qui les juifs étaient des dégénérés. C'était des antisémites, ces gens-là. Le sionisme était une entreprise pour régénérer les juifs. Herzl, il voulait débarrasser l'Europe de ces juifs qui embêtaient l'Europe, avec l'aide des chrétiens, dont Balfour était un chrétien sioniste. C'était des antisémites. Ils ne pouvaient pas supporter les juifs, comme aujourd'hui on ne peut pas supporter les arabes. Là-bas, ils ne pouvaient pas supporter les... Voilà, Monsieur Cohen, je vais m'arrêter là. Bon, la vidéo dure 2-3 minutes, je voulais pas vous la passer en entier, mais voilà, vous pouvez nous commenter un petit peu ce que dit Gérard Haddad. J'ai fait à peu près le même parcours, parce que moi aussi, lui, il a fait Bnei Akiva. Moi, j'ai eu la chance de tomber, parce qu'il y avait 4 mouvements sionistes au Maroc, mouvement de jeunesse. Bon, et il y avait le Bnei Akiva, effectivement, qui était un mouvement sioniste religieux. Mais moi, je suis tombé sur le mouvement Dror, ça veut dire liberté, mais qui était marxiste-léniniste. Donc j'ai appris la dialectique, au moins j'ai appris ça déjà, l'international, la lutte des classes, etc., le prolétariat, mais bon, je partage tout ce qu'il dit sur l'arnaque, sur le racisme, sur l'antisémitisme de ces gens-là, pas l'anti-judaïsme, ils détestaient les juifs. Ces sionistes des années 40, 50, 60, ils détestaient les juifs. Voilà. Et quand ils sont installés à Meknès, dans le Mela de Meknès, moi je me souviens, je visualise encore la maison qu'ils avaient louée. Mais on les traitait de mécréants. Enfin, c'était comment dire, les gens, ils avaient peur d'eux, quoi. Enfin, parce que c'est des mécréants, des monstres. On ne les considérait pas comme des juifs. Mais le sionisme, c'est ça. Alors, imaginez, et puis ils ont eu, je ne vais pas développer là maintenant, mais moi, j'explique pourquoi mon premier rejet d'Israël et du sionisme, ça a été quand j'ai vu comment ils ont traité les juifs marocains. Le racisme, ils les ont traités, on les appelait des arabes d'ailleurs, c'est tout dire. Aux yeux des sionistes, les juifs marocains étaient des arabes. Ça veut dire vraiment la lie de la terre. Et c'est ça qui m'a révolté. Enfin, ma première leçon d'antisionisme est venue de là. Alors, quand j'ai vu comment ils nous ont... C'est rétrospectivement, je me suis rendu compte comment ils ont traité les Juifs du Maroc, comment ils les ont fait partir, etc. Et après, comment ils les ont traités là-bas. Et ça a été le début de mon antisionisme. Je partage tout à fait tout ce qu'il dit. Enfin,
je connais assez bien Monsieur Haddad et je partage tout ce qu'il dit. Ouais. Ok. Bon, bah, très bien. Bien. En tout cas, moi j'ai publié cette vidéo qui a fait un certain nombre de vues quand même. Elle a fait pas loin de 200 000 vues. Et elle a été vraiment applaudie, hein, on va dire. Voilà. Beaucoup de gens ont apprécié les propos tenus par ce personnage que je ne connaissais pas. En tout cas, Monsieur Cohen, merci encore à vous hein, pour votre analyse. Et puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Okay. En espérant que l'actualité soit pas trop mouvementée. Qui sait? Au contraire. On verra. Pour qu'on ait du pain sur la planche. Allez, bonne soirée à tous et bonne semaine. Merci. Bon week-end à vous, Monsieur Cohen. Au revoir. Merci. Au revoir. Ça y est, les amis. C'est terminé pour ce soir. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Pour celles et ceux qui veulent voir le live sur YouTube, vous pouvez vous abonner à la chaîne Altitude. Hein. Et puis, celles et ceux qui veulent participer, faire un petit geste, n'hésitez pas. Vous avez le petit lien en bas sur le bandeau. On se donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, 19h30. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum.